Alors, juste cette diapo rapide pour qu'on se mette un peu d'accord sur la fin de vie, qui ne signifie pas forcément l'agonie, et qui est un temps dont les circonstances et la durée vont être différentes d'une personne à l'autre. Et pendant ce temps, les personnes vont requérir des soins actifs, continus, évolutifs, adaptés et coordonnés. Des principes qu'on remettrait en cause, qu'est-ce qu'on met derrière principe? Il y a plusieurs sens. Moi, j'ai choisi celui de repères et de règles qui sont issus de l'expérience. Ces repères sont au service de notre pratique. Ils doivent évoluer parce qu'on n'a jamais fini d'avancer. Alors, notre démarche de soins, elle est basée surtout, essentiellement, prioritairement, sur l'observation et l'évaluation des symptômes qui concernent chaque membre de l'équipe et à chaque fois qu'il intervient auprès d'un malade. L'état de fin de vie peut être très fluctuant, que ce soit au niveau cognitif et au niveau de la vigilance, au niveau de la mobilisation, au niveau de la douleur. Et l'objectif du traitement vise toujours l'amélioration du confort. C'est ça qui nous guide. Parmi les symptômes, prime la douleur et l'angoisse, l'une générant ou entretenant souvent la deuxième et rendant plus complexe encore leur apaisement. C'est pourquoi, en soins palliatifs, l'évaluation de la douleur et sa traçabilité constituent le fond d'écran, vraiment le fond d'écran de notre pratique quotidienne. Quoi qu'on fasse, quelle que soit la raison pour laquelle on va auprès de notre malade, c'est un réflexe, c'est un automatisme. On n'en a pas beaucoup en soins palliatifs, mais celui-là est primordial. Il faut savoir que tous les soins en fin de vie sont potentiellement douloureux, car les corps sont épuisés, sont fragilisés, parfois déformés d'œdème ou cachectiques, présentant des hyperesthésies, conséquence de la maladie ou des traitements. Passer un gant de toilette, retirer un adhésif, descendre ou monter la tête du lit, soulever la jambe pour masser le talon, nous semblent des gestes anodins qui sont parfois à l'origine d'allodynie et d'hyperalgésie. Il y a aussi des douleurs simplement liées à l'ankylose, puisque certains malades ne peuvent pas bouger du tout. Et donc, commencer les mobilisations lentes, progressives, avec des massages doux. Et parfois, ça suffit à lever la douleur. Et on n'aura pas besoin d'avoir recours à autre chose. Alors, c'est important d'expliquer ce qu'on va faire, les gestes, et puis de mesurer nos gestes quand on rentre en contact. Nos mobilisations, il faut qu'elles soient douces, enveloppantes, si ça correspond bien sûr à ce que la personne veut bien. Tout le monde n'accepte pas forcément ce contact, ce toucher, cet enveloppement, mais souvent c'est rassurant, et puis la personne se sent vraiment prise en considération et vraiment prise en charge. Tout est important, les paroles, les silences, les soupirs, la respiration, un raidissement, une tension, le regard sont autant de renseignements sur le vécu du soin et doivent être pris en compte dans l'instant. Je me rappelle d'une jeune femme chinoise qui n'exprimait pas grand-chose, ni verbalement, ni sur son visage. Et en fait, sa respiration changeait quand elle était douloureuse. Alors, voilà, il fallait être aux aguets et c'était le signe. Les soins sont réalisés dans une optique de confort, autant qu'il est possible. On ne fait pas de miracle. Et ce qui n'a pas de sens ou de finalité en vue de ce confort est élagué. On ne prend pas de constante systématique chez nous. On ne
prendra la tension s'il y a un traitement antihypertenseur, mais si c'est stable, on la prendra 2 fois dans la semaine. Les prises de température, c'est pareil, ne sont pas du tout systématiques. Par contre, s'il y a quelque chose qui nous indique qu'il y a peut-être une raison de la prendre, oui. L'équipe cherche à moduler et à optimiser l'environnement pour que les petits moments redeviennent vivables, plus légers, pour redonner du goût à la vie. Ça, c'est pas tout à fait de la douleur, mais c'est juste pour vous dire que on ne va pas forcément réveiller les gens à 8 heures pour leur donner un petit déjeuner. S'ils se réveillent à 9 heures, on leur donnera à 9 heures. Si notre patient n'a pas d'appétence pour ces plateaux, on lui proposera un petit déjeuner 3 fois par jour, et il y a des gens pour qui ça marche très très bien. On peut tourner le lit pendant la journée vers le jardin, ça change l'horizon. Enfin voilà, vraiment c'est aussi quelque chose qu'on a en fond d'écran, c'est d'essayer de trouver des petites choses qui vont ouvrir des petites fenêtres, parce que ça rentre aussi en compte dans essayer de détourner un petit peu cette douleur qui est souvent prégnante. Alors, prendre toutes les précautions dans nos gestes n'empêche pas toujours une douleur de se réveiller ou de se majorer. Lorsque cette douleur de courte durée, causée par un soignant ou une thérapeutique, apparaît dans des circonstances de survenue prévisibles et est susceptible d'être prévenue, elle est qualifiée de douleur induite ou provoquée. Alors, à ce moment-là, sont prescrits des avant-soins, et, puisque c'était prévisible, et effectivement, il est très important de les administrer, mais aussi de respecter les délais et les durées d'action. Alors, on a la chance d'avoir dans nos salles de soins le tableau que Nathalie avait précédemment exposé, et bon, ça permet d'avoir une aide si on en a besoin. L'organisation des soins est l'affaire du binôme pour le malade qui l'a en charge. Cette organisation va s'ordonner et s'ajuster en fonction des critères objectifs, des souhaits éventuels et des priorités, en tenant compte des transmissions reçues et du rythme du service. Critère objectif, c'est qu'on s'occupera d'un malade infecté à la fin de notre tour, bien sûr. Les souhaits éventuels, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir sa toilette le plus tôt possible. Bon, on l'écoutera. Mais si dans la chambre à côté, quelqu'un est souillé, quelqu'un est douloureux, quelqu'un est agité, eh bien, voilà, on va tenir compte de ça. On va aussi prendre en compte les transmissions reçues. Quelqu'un qui a eu un anxiolytique au petit matin parce que c'était difficile à ce moment-là, va peut-être dormir la matinée, il dormira la matinée. Et puis, on trouvera un petit moment pour aller faire le minimum. Et voilà. Et les soins peuvent être allégés, light, oui, reportés s'il y a trop de fatigue. Non, pas maintenant, vraiment pas maintenant. S'il y a une visite, on n'a pas d'horaire de visite. S'ils sont douloureux, évidemment, si on doit faire un antalgique en sous-cutané ou par voie orale, ça va prendre un petit peu de temps, donc on reviendra un peu plus tard. S'ils ont une permission, parce que parfois en soins palliatifs, on est quand même autonome et on a une petite vie avec des désirs et c'est respectable. Voilà. Des tas de raisons qui font qu'on va essayer de s'organiser pour discuter, trouver un consensus et prendre rendez-vous. Alors, administrer des antalgiques pourra n'avoir qu'une efficacité limitée si le patient attend plus qu'un acte. Prendre soin englobe la dimension relationnelle. Et vraiment, là se joue tout ce qui sera rendu possible dans l'expression du vécu et du ressenti, avec l'assurance d'être entendu et soulagé tout le long du chemin qui reste à parcourir. Autrement dit, nulle médecine ne peut soigner ce que la communication veut ignorer. Il faut que le malade s'autorise à dire les choses, mais il faut aussi que le soignant lui montre qu'il les entend, qu'il
se sent concerné, qui les prend en compte, même si on n'a pas forcément une solution immédiate ou définitive. C'est vrai que j'aime bien le mot de broderie parce que on donne du relief, voilà. Entendre et montrer qu'on est attentif, qu'on est concerné et qu'il y a une réciprocité dans notre communication. Alors technique, oui, on en fait de la technique. Hein. C'est pas seulement tenir la main et montrer notre empathie, mais algique, non. En tous les cas, tous les moyens, comme le disait Nathalie, que ce soit des traitements ou que ce soit des moyens non médicamenteux, tout vraiment va être optimisé pour que le soin soit supportable et accepté. Parce que sinon, après, ça se joue aussi dans l'après. Hein, ça devient des angoisses. Et tout devient compliqué pour les malades et pour nous. Alors, bon, la réflexion d'un pansement, évidemment, on va tenir compte de l'état général du patient. Effectivement, la détertion n'est pas systématique, mais là aussi, hein, si c'est quelqu'un qui est encore autonome, qui a peut-être un projet, bon, ben, on va, si la lésion est par ailleurs propre, on va peut-être gratter un petit peu ce qu'il y a à enlever. Mais voilà, rien n'est systématique. Ce qui est important, c'est la propreté, c'est de contrôler les écoulements avec des choses qui absorbent, c'est l'odeur, avec du charbon et du tubéral. C'est de protéger, c'est de mettre hors de vue, c'est que le pansement ne soit pas douloureux au retrait, soit à cause des adhésifs, soit parce que ça a saigné et que ça adhère. Donc, voilà. Et on ne refait pas les pansements systématiquement tous les jours. Si c'est propre, si il n'y a pas d'odeur, s'il n'y a pas de douleur, eh bien on va reporter parfois jusqu'à J3. En cas d'abcès, évidemment, ben, on fera ce qu'il faut parce que ça, c'est trop douloureux. Et avec la couverture antalgique à la hauteur. Si vraiment on doit, comme ça arrive parfois, faire des actes invasifs, traumatiques, eh bien, ils sont expliqués, ainsi que les indications. Et puis là aussi, le médecin va prescrire quelque chose pour aider à surmonter ce qui est vécu comme une épreuve de plus. Il s'agit de s'ajuster à chaque personne et à chaque situation. Alors, une toilette peut être faite à 4 mains pour que ce soit vite fait ou si le malade a froid. Et pas forcément de manière académique, si les mobilisations sont délicates ou s'il trouve que c'est un peu compliqué par rapport à ses habitudes. À 4 mains, c'est parce qu'une toilette académique, il y en a une qui lave et une qui sèche et qui masse. Et bien là, on va commencer directement l'une en haut et l'autre en bas. Et puis, si les mobilisations sont délicates, on va faire les soins sur tout ce qui est accessible. Et puis, on mobilisera la personne une fois pour faire l'autre partie. Et puis comme ça, on limitera. Voilà. Travailler en binôme, c'est l'un des soignants qui garde le visage du malade dans son visuel en évaluation continue, surtout s'il n'y a pas de communication verbale. Le matériel à portée de main permet d'aller plus vite. Le soin peut être interrompu pour reprendre son souffle si la position devient inconfortable, voire douloureuse, et nécessite un antalgique à nouveau. Voilà. Si les vêtements personnels, beaucoup de gens qui viennent avec leurs vêtements et qui souhaitent rester, qu'on les habille avec, mais bon, ça peut demander beaucoup de mobilisation, ça fait des plis dans le dos, ça remonte. Alors, on leur propose de couper une petite sélection, et puis comme ça, ils sont habillés, et puis ça n'a pas moins de contraintes. Permettre à une personne de continent d'utiliser une chaise percée constitue un soin quand ses forces lui imposent d'être dépendante, alors que c'est important pour elle. L'installation au fauteuil, avec ou non de lève-malade, la réinstallation dans le lit peuvent favoriser un répit plus ou moins prolongé de la douleur et sont aussi un soin à part entière. Et tout ce le soin qu'on va, enfin le temps, l'écoute,
va permettre d'optimiser cette installation et donc de reporter, faire que la douleur, elle arrivera peut-être, mais plus tard. Voilà. Quel que soit le soin, considérons que le patient est notre référentiel, tout ce qu'il manifeste nous guide, c'est lui qui reçoit le soin, c'est lui qui le vit. Est-ce que effectivement nous devons remettre quelque chose en cause? Peut-être bien nos automatismes de soignants qui seraient mieux que les malades, que les soignés. Voilà. Donc coécrivons avec ces personnes le dernier chapitre de leur vie. Ils en sont le scénariste, personnage principal et réalisateur. Nos compétences sont à leur service. Je vous remercie.